Bonsoir. En préambule, j'aimerais d'abord dire ma gratitude aux deux puissances invitantes que sont le Club de la Presse et le Club des lecteurs Alpin de Mediapart, parce que pour la première puissance invitante, ma profession, celle des journalistes, n'aime souvent pas débattre de ces questions. Mon livre a été assez largement boycotté par la presse parisienne. En revanche, j'ai trouvé auprès de confrères en région une intention et un intérêt à débattre, et je trouve que c'est assez chaleureux. Et puis, pour la relation entre Mediapart et les clubs de lecteurs, dont celui Club des lecteurs Alpin de Mediapart, a l'aspect très chaleureux, comme j'ai une conception très citoyenne de mon métier. C'est vrai que c'est assez chaleureux que l'association que forme Mediapart, le journal, et ses lecteurs qui sont aussi des contributeurs, que le réel, le virtuel se transforme en réel et que l'on se voit et que l'on débatte. C'est ça l'objet d'un journal citoyen. Alors de quoi allons-nous débattre ce soir, c'est l'opération main basse sur l'information, mais peut-être faut-il d'abord situer l'enjeu démocratique de ce débat. Parce que souvent, on oublie, et puis dans les formulations courantes, on se dit la liberté de la presse. Voilà, c'est une liberté qui concerne la presse. Non, ce n'est pas le cas. La liberté de la presse, c'est d'abord un droit majeur des citoyens. Et si vous m'autorisez, j'aimerais faire un petit temps d'arrêt ou un préambule sur cette question. Il n'y a pas de démocratie forte sans des citoyens éclairés. Et il n'y a pas de citoyens éclairés sans une presse libre et indépendante, sans un pluralisme de la presse et une liberté totale de la presse. Et si ce petit préambule, ça va me permettre de vous faire comprendre, par contraste, la gravité des faits que nous vivons aujourd'hui. Si je dis ça, c'est que dans toutes les périodes de bouillonnement démocratique, toutes les périodes de fondation des démocraties, parmi les débats qui sont venus au devant de la scène, et il y a souvent eu des débats à la question sociale, mais très vite toujours la question de la liberté de la presse. Et c'est vrai en France, au moment de la Révolution française, je le pointe dans le livre, dès le 15 juillet 1789, dès le lendemain de la prise de la Bastille, l'un des premiers débats qui démarre est ce débat-là. Faut-il que la liberté de la presse soit totale ou non? Il y a quelqu'un de très libéral, comme on dirait dans le jargon d'aujourd'hui, au sens progressiste du terme, Camille Desmoulins, qui pousse à la roue. Robespierre est d'accord avec lui, et puis plus on va se rapprocher de l'automne 1792, puis a fortiori le printemps 1793, plus Robespierre va se durcir en disant non, il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Donc il y a un grand débat sur la liberté de la presse. Il y a le même débat au moment de la fondation de la démocratie américaine. Il y a un grand homme, je dirais sans doute le président américain le plus progressiste, et c'est assez chaleureux de penser qu'il y a eu dans ce pays des présidents très progressistes dans le climat terrible que nous vivons aujourd'hui, c'est Thomas Jefferson. Mais avant d'être président des États-Unis, vers 1800, il est pendant tout un temps ambassadeur des États-Unis en France, notamment de 1785 à l'automne 1789. Donc il baigne dans l'esprit des Lumières. Donc dans cette idée de liberté, et notamment liberté de la presse, et de France. Il écrit en 1787 une lettre à un ami américain dans lequel il dit: si j'avais à choisir en fait un pays avec un gouvernement et pas de presse, ou un pays sans gouvernement mais avec une presse, je choisirais la seconde solution. Ce qui, vous comprenez bien dans quel esprit il le dit, c'est l'esprit qui conduira au premier amendement. Le premier amendement aux États-Unis, et l'article, la liberté de la presse, qu'il garantit, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, est au fondement de la démocratie américaine. Alors, si vous poursuivez, je vais aller vite sur ce rappel historique, dans le cheminement politique français, la liberté de la presse n'existe quasiment pas à partir de la terreur, et puis il faudra attendre la grande loi progressiste de 1881 pour qu'il y ait une liberté de la presse enfin garantie. Mais pendant toute cette période de glaciation démocratique, il y a malgré tout des grandes voix dans ces périodes de bouillonnement qui revendiquent la liberté de la presse et une liberté totale. Notamment, il y a ce que citait François à l'instant, des très beaux discours de Victor Hugo de 1848 à 1850 à l'Assemblée, dans lequel il dit ceci. La citation que rappelait François, le droit de vote ne vaut rien s'il n'y a pas en même temps la liberté de la presse, parce qu'il faut que les citoyens soient éclairés sur les conditions dans lesquelles
ils exercent le droit de vote. Et il dit que ce sont les deux faces des mêmes droits démocratiques pour les citoyens. Je passe vite, mais ce débat-là, vous le trouverez également au moment de la Révolution russe. Il y a un très grand débat entre, d'un côté, Lénine et Trotsky, et puis leur camarade allemand, Rosa Luxembourg, qui les engueule en disant « Non, non, respectez la liberté de la presse ». Bon. Mais venons-en à notre époque contemporaine, pour comprendre l'enjeu démocratique majeur d'une presse libre. Ce qui fonde notre époque contemporaine, ça a été la refondation de notre démocratie et la libération. Elle est marquée par un principe qui était dicté par le Conseil national de la résistance, que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent. Le principe est dicté par le CNR, c'est il faut rétablir, c'est la formule exacte, rétablir la liberté de la presse, son honneur et son indépendance vis-à-vis des puissances financières. Pourquoi est-ce que le CNR dit ça? Le CNR dit ça parce que son ambition est de tourner la page de la presse collabo, de la presse honteuse de la guerre, mais c'est surtout parce qu'il veut tourner la page de la presse affairiste de l'entre-deux-guerres, de la presse affairiste de la Troisième République. Parce que toute la Troisième République a été marquée par des scandales formidables. J'y insiste parce que vous comprendrez l'enjeu pour la période présente. C'est la presse qui est dans les filets, pendant la Troisième République, du comité des forges. Il y a une sorte de consanguinité malsaine permanente entre les milieux financiers et la presse. Un seul exemple qui est le plus connu, quand le propriétaire du Temps, le grand journal de l'entre-deux-guerres, meurt en 1932, Louis Mille, le Temps, donc l'ancêtre du Monde, on découvre dans son coffre-fort une lettre dans laquelle il dit « Ah, on pensait que j'étais le propriétaire du Temps, mais ce n'est pas vrai. Le vrai propriétaire, c'est François de Wendel. » François de Wendel, qui était à l'époque le président du comité des forges, donc le cœur du patronat, ce qui serait aujourd'hui l'UMM, hein, la métallurgie, qui est la branche la plus forte, la plus puissante du patronat français. Hein. Et donc ça marque profondément tous les esprits. Et donc le CNR veut en finir avec cette consanguinité, avec une presse qui a un fil à la patte, qui est détenue par les puissances financières, qui est manipulée, parce qu'il n'y a pas que le Temps. Je veux dire, le Figaro de l'époque, de l'entre-deux-guerres, a la propriété d'un parfumeur fasciste, Coty, qui financera les ligues de 1934, et toute la presse est prise dans ce mélange des genres, dans cette consanguinité qui fait que les citoyens, légitimement, portent un regard... Enfin, la presse est totalement discréditée auprès de l'opinion. Et donc la volonté des résistants, c'est de tourner cette page-là, d'ériger une muraille de Chine entre les milieux d'argent et la presse. Faire que les journalistes ne soient prisonniers que de leur propre médiocrité, qui n'est pas de fil à la patte. Et donc, il y a une sorte de consensus politique. Donc, il y a des grands intellectuels qui viennent en appui du CNR. Il y avait, je crois tout près, une citation d'Albert Camus, qui, comme éditorialiste de combat de 44 à 47, formidable citation de Camus, que je vous laisse lire. Si vous autorisez, je vais vous donner la citation plus complète, parce qu'elle est encore plus belle que cela. Donc c'est éditorial de Camus dans Combat le 31 août 1944. Il dit ceci: « L'appétit de l'argent et l'indifférence aux choses de la grandeur avaient opéré en même temps pour donner à la France une presse qui, à de rares exceptions près, n'avait d'autre but que de grandir la puissance de quelques-uns et d'autre effet que d'avilir la moralité de tous. Il n'a donc pas été difficile à cette presse de devenir ce qu'elle a été de 1940 à 1944, c'est-à-dire la honte du pays. » Et il poursuit. Vous m'autorisez de faire cette longue citation, mais elle est au fondement de mes convictions citoyennes. Notre désir, d'autant plus profond qu'il était souvent muet, était de libérer les journaux de l'argent et de leur donner un ton et une vérité qui mettent le public à la hauteur de ce qu'il y a de meilleur en lui. Nous pensions alors qu'un pays vaut souvent ce que vaut sa presse. Et s'il est vrai que les journaux sont la voix d'une nation, nous étions décidés à notre place et pour notre faible part à élever ce pays en élevant son langage. Voilà, et donc il y a tout dans cette formule de Camus. Il y a cette volonté farouche d'indépendance vis-à-vis de l'argent. Il dira souvent dans d'autres éditos, il vaut mieux une presse pauvre et libre qu'une presse riche et asservie. Et puis en même temps, il pointe la fonction d'éducation populaire, d'université populaire de la presse de qualité.
Et donc, c'est le principe du CNR, c'est le principe de Camus, mais du coup, c'est toute la presse, c'est des communistes jusqu'aux démocrates chrétiens, donc de la gauche jusqu'à la droite. Il y a un consensus, il faut l'indépendance. Et donc, les journaux, chacun dans des constructions juridiques différentes, cherchera un moyen d'appliquer ce principe du CNR. Donc, Le Monde trouvera par exemple une formule juridique assez satisfaisante qui sera, à partir de 1952, un journal propriété de ses journalistes. Modèle que Libération copiera 20 ans plus tard, lors de la création de ce journal. Puis il y a d'autres journaux qui trouvent une autre formule juridique pour garantir l'indépendance, qui est la formule de la coopérative ouvrière. Des journaux de droite comme de gauche, de droite c'est le Parisien libéré, qui devient la propriété de mouvements de résistance issus de la démocratie chrétienne, et d'autres journaux qui sont la propriété de mouvements de résistance de gauche. Donc c'est le Courrier Picard, et puis c'est ici, Dauphiné Libéré. Dauphiné Libéré, au début, 1944, c'est une coopérative ouvrière, et au fronton du Dauphiné Libéré, il y a écrit cette formule formidable, un journal libre pour des hommes libres. Ça donne l'esprit de la libération. Voilà, si je fais ce rappel, je vais faire le contraire de ce que fait un bon journaliste, c'est pour en arriver à la conclusion avant de faire la démonstration, c'est que l'alarme que je veux donner à travers ce livre, à la veille de la présidentielle, l'alarme grave, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un retour à la presse du temps du Comité des Forges. C'est que nous sommes en train de passer le balai sur les principes démocratiques majeurs édictés par le CNR, voulus par Albert Camus et voulus par la plupart des journaux à la Libération. C'est ça qui se joue. Ce qui se joue, ce n'est pas des menaces de licenciement sur les journalistes, ça arrive. Ce ne sont pas seulement des licenciements, ça arrive, nous le verrons. Ce qui est en cause, c'est un droit majeur des citoyens, c'est le droit de savoir. Donc ce qui se joue, c'est une menace gravissime sur notre démocratie. Pourquoi je dis ça? C'est que j'ai la conviction que progressivement, au fil des ans, ce principe d'indépendance a été dilué, abîmé d'abord, et que ce que nous avons vécu ces dernières années, ces 5 ou 6 dernières années, c'était une accélération de ce mouvement, perte d'indépendance généralisée, constitution d'immenses empires de presse, avec à chaque fois pour signe distinctif des journaux qui sont rachetés, j'y insiste beaucoup, non pas dans une logique industrielle. Nous ne vivons pas ce que vit l'Allemagne ou ce que vivent les pays anglo-saxons. Nous ne vivons pas seulement un effet de la mondialisation avec des concentrations de journaux. Nous vivons dans un système qui est très français, qui est au cœur de l'anémie de la démocratie, qui est au cœur de l'anémie générée par le bonapartisme et ensuite par le présidentialisme. Les propriétaires de presse ont pour signe distinctif tous de ne pas avoir la presse pour métier. Ils ont tous pour signe distinctif d'avoir acheté, ensuite on va pouvoir décortiquer les motivations des uns et des autres, parce qu'elles ne sont pas toujours les mêmes, mais essentiellement ce sont dans des logiques d'influence. Ils ont acheté la presse, comme en d'autres temps, on pouvait s'acheter une danseuse. C'est la logique un peu je le pointe dans le livre, la logique du Second Empire. Il y a, vivent dans ce système de monarchie républicaine en consanguinité les élites politiques et les élites d'affaires, et donc les proches de l'empereur rachètent et vendent des journaux, spéculent grâce à ces journaux et les mettent au service de l'Empire. Ça n'a pas changé. Alors, si on fait le point maintenant, allons vite sur les puissances financières, et je m'arrêterai sur quelques-unes d'entre elles. Rien n'y échappe. Donc, commençons par le bas. Bernard Arnault, maintenant c'est la deuxième fortune de France, derrière Madame Bettencourt, qui a repris la première place, qui a racheté les Échos en 2007 et qui vient de racheter le Parisien en début d'année, plus d'autres médias qu'il a. Il y a, laissons de côté Niel, Berger-Pigalle, je vais y revenir, Drahi aussi, Bolloré, il y a d'autres, mais je m'arrête sur les principaux. Ceux qui ne sont pas encore là, on verra sur le tableau, il y a François Pinault, milliardaire du luxe qui possède Le Point aussi, il y en a beaucoup d'autres, mais arrêtons-nous sur les 3 principaux. Les 3 principaux, les immenses empires qui sont constitués, c'est donc... et en même temps, ce sont des courants différents du capitalisme français. Il y a d'abord Vincent Bolloré, donc. Vincent Bolloré, lui, c'est le capitalisme... il a construit son empire sur les décombres du capitalisme colonial français. Le cœur de son empire, c'était la banque Rivaux, qui,
Pour les plus âgés d'entre vous, vous en souvenez peut-être, qui était la banque du RPR, à des coups tordus et de la France-Afrique. Hein. Et Vincent Bolloré, donc, met la main, enfin devient le principal actionnaire de Vivendi il y a 1 an et demi, et grâce à ce contrôle, il met la main sur 2 de ses filiales qui sont Canal+, iTélé, plus d'autres petites chaînes annexes. Mais c'est pas seulement, je parle d'Immense Empire parce que ce ne sont pas seulement ces chaînes, c'est aussi une sorte d'oligopole, parce qu'il est aussi le principal actionnaire d'Havas, il est aussi le propriétaire, il a racheté à Orange, de la plateforme d'hébergement Dailymotion. Il possède aussi un institut de sondage. Voilà. Immense groupe. Je viendrai ensuite aux effets à la fois ces effets de taille et de rachat. Second empire qui se constitue, c'est Patrick Drahi. Lui, Patrick Drahi, c'est le symbole d'un autre capitalisme, c'est plutôt le capitalisme financiarisé qu'on a connu depuis la crise financière, donc c'est un financier franco-israélien, émigré fiscal à Zermatt, pour des raisons fiscales, puisque les très grandes fortunes ont un taux de fiscalité totalement dérogatoire. Les banques qui sont inondées d'argent par les banques centrales cherchent des opportunités pour acheter, donc cet homme a été couvert d'or, les banques lui ont offert un endettement en près de 2 ans de plus de 50 milliards d'euros. Chose folle, et donc il a racheté des opérateurs de télécom, et dans le lot, il a racheté Libération, l'Express, et il a passé un deal avec le patron de Next Radio TV pour progressivement racheter l'Empire d'ici 2019, c'est-à-dire BFM TV, BFM Business, RMC, et je passe sur d'autres médias. Donc Immense Empire. Et puis le troisième, c'est le 3 dernier, Niel Berger-Pigasse. Donc Niel, c'est le propriétaire de Free, milliardaire. Berger, c'est, vous savez, l'ancien cofondateur du groupe de luxe Yves Saint Laurent. Et Pigasse, c'est donc le patron Europe de la Banque Lazare. Et donc il rachète d'abord Le Monde en 2010. Le Monde avec toutes ses annexes, c'est-à-dire Télérama, Courrier International, Le Monde Diplo, ils ont 51%. Et ensuite, 2014, il rachète l'Obs, avec aussi ses dépendances. Donc, en fait, ce à quoi on a assisté, c'est pour ça que c'est gravissime, c'est en fait à une double normalisation. Il y a d'abord eu la normalisation économique. Les anciens journaux indépendants, pour certains d'entre eux, ont perdu leur indépendance. C'est l'histoire du Monde, très symbolique. Le Monde est l'un des journaux qui essaie d'appliquer le principe du CNR à la libération, le journal propriété de ses journalistes. Il est emporté par cette vague et racheté par ces oligarques. Mais la conséquence de cet effet, c'est que, assez logiquement, ce que l'on pouvait craindre à l'époque, progressivement, de ces rachats, c'est que de ces normalisations éditoriales a découlé, de ces normalisations économiques, a découlé des violences éditoriales. Et c'est le fait le plus nouveau. C'est le fait le plus majeur et le plus inquiétant pour les citoyens. C'est que ces milliardaires, dont la presse n'est pas le métier, ont sans doute pensé que comme ils pouvaient tout acheter, ils pouvaient aussi tout se permettre. Et on a assisté à... Je dis bien que cette configuration d'industrie de la presse n'a d'équivalent dans aucune autre grande démocratie au monde. Nulle part ailleurs, vous trouvez des systèmes d'industrie dans des logiques d'achat, seulement logiques d'influence. C'est mis à part l'Italie de Berlusconi, et encore qu'il y avait un métier qui était la communication Berlusconi, il n'y a pas d'autre équivalent au monde. Et ce que l'on pouvait craindre, c'est que, et c'est arrivé, c'est que de la normalisation économique découle une violence éditoriale, une intrusion éditoriale, c'est-à-dire une mise en cause du droit majeur des citoyens qui est le droit de savoir, de la liberté de la presse. Alors, à quoi a-t-on assisté? L'aspect le plus caricatural, on a commencé à le constater avec Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, je vous l'ai dit, le cœur de son empire, c'était la banque Rivaux, donc ce sont d'immenses possessions en Afrique. C'est l'un des legs du capitalisme colonial français. Et son idéologie personnelle, ses inclinaisons personnelles vont de ce côté-là. Comment fait-il quand il a pris possession de Canal+ et des 8 télé? Ça commence d'abord par des censures dont vous avez entendu parler, qui sont des censures de Canal+. Il commence au printemps 2015 à censurer notamment des enquêtes sur le Crédit Mutuel et les systèmes d'évasion fiscale du Crédit Mutuel. Pourquoi fait-il ça? Parce qu'il se trouve que le Crédit Mutuel est sa banque historique. Le patron de la banque, Michel Lucas,
et celui qui l'a aidé à prendre possession de la banque Frivo 15 ans après, et donc du coup il censure. Et remarquez bien que la censure a un effet de contagion. C'est qu'il censure le documentaire sur le Crédit Mutuel, mais en même temps, vous observerez que tous les journaux du Crédit Mutuel, les possessions qui vont de Metz-Nancy jusqu'à Avignon, en passant par Lyon et Grenoble, personne dans ces journaux ne parlera des censures qui font scandale partout ailleurs. Donc il y a des systèmes de censure, les oligarques s'entraident entre eux. Donc il y a d'abord les censures sur Canal, et ensuite il y a la séquence pathétique, terrible, abjecte, à laquelle on a assisté ces dernières semaines avec la grève d'ITélé.